En fait, aujourd'hui, on peut dire qu'on a trois types de problématiques. Tous les industriels cherchent de la performance, qualité, coût, délai. Ben, ça, c'est vieux comme le monde, mais ça ne change pas. Et c'est comme ça qu'on satisfait les clients. Deuxièmement, on a des aspects générationnels qui interviennent. Tu as commencé à mentionner les départs en retraite. Ouais. Ça commence à être la grosse chasse au talent de partout. La chasse au talent existant dans des gens qui ne sont pas encore partis en retraite, mais aussi l'attrait, la guerre de l'attractivité. Et puis une fois que les gens sont là, ben, il faut les faire monter en compétences. Comme tu le disais très justement, avant on passait 30 ans sur un poste de travail. Ben, maintenant on sait que dans 2 ans, peut-être on sera sur le même poste, mais on n'aura pas les mêmes compétences, ou on sera sur un autre poste et il faudra d'autres compétences. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et puis, ce qu'on observe dans des grands groupes, c'est des problématiques systémiques qui reviennent tout le temps sur les départs en retraite, les nouveaux qui arrivent, des problèmes de qualité liés aux facteurs humains, des problèmes d'industrialisation avec des nouveaux produits qu'on doit sortir tout le temps pour rester sur le marché. L'industrialisation n'est pas terminée tant qu'on n'a pas formé les gens. Ce n'est pas d'écrire des procédures qui va faire que les gens savent faire. Et puis le dernier élément, c'est des transferts industriels. Il y a eu la grande mode d'aller dans des pays low cost. Ah ben on envoie des machines, on envoie quelques gens du siège pendant un certain temps et on essaye d'autonomiser, mais si on ne s'est pas formé, ce n'est pas pérenne. À l'inverse, aujourd'hui, on est plutôt sur une vague stratégique de réindustrialisation. Ben, comment on fait pour se réapproprier ce qui est dans la tête et dans les mains de gens à l'autre bout du monde qui ne parlent pas forcément la même langue? C'est extrêmement complexe. Donc c'est les trois problématiques, les trois gros sujets, je pense, qui sont assez communs et systémiques au niveau grand groupe. Mais on peut aussi parler effectivement de la nécessité de devenir agile. Aujourd'hui, des groupes comme celui dont je fais partie ont un programme d'intrapreneuriat. J'ai eu le privilège d'être sélectionné avec une équipe et depuis l'an dernier, on fait à temps plein donc cette aventure qui consiste à créer un dispositif qui permet de capter, partager, transférer des connaissances de terrain. Alors on va parler de knowledge management, mais des connaissances qui sont fondamentalement dans la tête et dans les mains des gens, donc par définition pas documentées. Et là, c'est un challenge qu'on est très heureux de relever et on se rend compte que ce n'est pas juste pour l'industrie dans laquelle on est, aéronautique, spatiale, défense, mais que c'est éminemment commun à toutes les industries. Je rappelle qu'aujourd'hui, quoi qu'on pense, est dans un salon qui est quand même une vitrine incroyable de la technologie ici. On peut penser qu'il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, mais fondamentalement, toutes industries confondues, aujourd'hui, il n'y a que 25% des choses qui sont automatisées, sur lesquelles on passe beaucoup d'attention à rendre plus efficace quelque chose qui est déjà efficace. Mais il y a 3/4 des activités industrielles qui sont faites par des vrais gens, avec leur tête, avec leurs mains, et avec lesquelles ce n'est pas forcément facile d'arriver à capter, transférer, alors qu'ils sont très très heureux de le faire, mais on ne sait pas toujours comment le faire. Tu as une belle expression, en fait, c'est ce qu'on voit un petit peu à l'image, c'est la démarche en fait aujourd'hui pour cette transmission de savoir, c'est de transformer le savoir-faire en patrimoine. Oui, le geste en patrimoine. Le geste en patrimoine, donc ça c'est un vrai beau sujet, c'est une belle expression. On va continuer ce tour de table avec toi Bertrand. Donc, toi, tu as fondé, tu es cofondateur de la ruche industrielle. Super projet, on va voir défiler des images. Raconte-nous un petit peu ce projet. Toi aussi, tu étais assez fan d'intrapreneuriat. Donc moi, en un mot, j'ai été responsable au niveau du groupe Volvo en France et en Suède au niveau de l'industrie 4.0. Donc j'ai eu les mêmes conclusions. Et suite à cela, j'ai pris un projet d'intrapreneuriat pour aller découvrir comment la réalité augmentée, on le voit là, pouvait apporter des éléments d'aide à la décision pour le contrôle qualité moteur. Moteur 4000 pièces, énorme variabilité. Tu parlais des mal de crâne de l'industrie, donc tu as parlé de l'automatisation, on a parlé des ressources, j'en rajoute un que tout le monde connaît en état global, qui est la personnalisation des produits, que ce soit sur les lignes de production, mais depuis l'avènement du e-commerce, du packaging en fin de ligne. Donc aujourd'hui, les industriels, le mal de crâne qu'ils ont, c'est de pouvoir jouer le monde des shadocks dans l'entreprise.
ce qui produit de la charge mentale, ce qu'on appelle la charge cognitive sur les opérateurs, parce qu'il faut avoir tout en tête, toutes ces variantes, il faut les connaître. Donc là, on parlait du geste, mais avant de faire le geste, il faut l'avoir quelque part là, hein, il faut avoir une bibliothèque dans la tête. Après, on a les problèmes qualité potentiels. Aujourd'hui, on sait qu'il faut aller toujours plus vite. Le time to market, les produits ils sont sortis par les bureaux d'études, sont inventés. Puis après, il faut les manufacturer. On le voit aujourd'hui que dès qu'on a un petit hic dans la chaîne de valeur, la PS5, pour ceux qui voulaient la commander, elle arrive plus, c'est le drame. Les pièces du OSA Pro, etc. Donc on sait que dès qu'il y a un petit grain de sable, le client final ne le supporte pas. Donc on est dans un monde de rapidité. Et le deuxième point, pour moi, c'est exactement ce que tu disais, c'est la flexibilité, être flexible sur ses appuis pour pouvoir proposer de nouveaux produits quand le marché a pivoté. En gros, oulala, mais c'est plutôt tout ça qu'il faut faire. Comment un grand groupe, ou une ETI ou une PME va proposer une nouvelle offre de valeur pour être toujours dans la concurrence. Hein, c'est pas parce que le Covid est passé par là que la concurrence a disparu, bien au contraire. Donc pour refaire le lien avec le sujet dont je vous parlais, dans mon cas, je suis passé d'une position comme la tienne, très excellence opérationnelle, encore que l'industrie 4.0, déjà on tutoie la notion de technologie beaucoup, vers une position d'entrepreneur où on modifie les codes. Alors c'est pas un hacker, un entrepreneur, là-dessus il faut être très clair, c'est quelqu'un qui va utiliser les codes de l'entrepreneuriat en utilisant les ressources de son entreprise, la vision qu'il a, on appelle ça le pilote dans l'avion en effectuation, on décrète un nouveau standard et on y va et on embarque toute une équipe. Donc ça, c'est un point essentiel. Et l'idée, c'est d'explorer, mais surtout d'aller jusqu'au bout, de viser l'impact. Ce n'est pas du tout du devoir de moyens, on est sur du devoir de résultat, de l'impact. Comme vous le disiez tous les deux, on est dans un monde aujourd'hui, il faut délivrer, il faut que ça fonctionne. Et donc la ruche industrielle, c'est la réponse à tout ça. C'est qu'après 4 ans et des prix gagnés sur le sujet, on s'est dit, soit on devient spécialiste du sujet, soit on travaille sur le comment. Et je vais conclure en disant qu'il y a 2 façons de travailler sur les sujets. Il y a le quoi, évidemment, c'est ce qu'on fait tous, et le knowledge management en a une partie, et le comment, c'est la méthode. Et des fois, on est surpris de voir que les gens nous rejoignent plus sur le comment que sur le quoi, ou en tout cas en complément. Et la ruche industrielle, aujourd'hui, c'est 17 industriels, donc des grands groupes, hein, Volvo, Bosch, Sanofi, Alstom, Seb, des ETI, Olot, Aldes, qui se sont alliés pour faire du projet interentreprise sur 3 axes. La performance, la technologie, donc la supervision connectée, continuité numérique, vision, etc. Des choses qu'on voit là partout autour de nous, même juste là. Après l'axe dont on va discuter aujourd'hui, qui est l'axe ressources, montée en compétences, mutation des métiers. Et le dernier qui est le durable, optimisation énergétique, impact du numérique. Voilà, j'en finis là en disant qu'aujourd'hui, du coup, on est un vrai observatoire des méthodes. Et nous, ce qu'on utilise pour former les gens, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, le véhicule, c'est le projet interentreprise, qui n'est uniquement mis en place que pour venir résoudre un irritant majeur. On ne se lance pas dans un projet de la ronde technologique. Les besoins remontent des industriels, on va chercher uniquement les top 1. Et une fois qu'on est d'accord, on va les résoudre. Et on le fait en communauté métier. Donc moi, je serai très complémentaire par rapport à mes collègues, puisqu'on vient utiliser de nouveaux codes au sein de communautés métiers. Et là, le knowledge management, l'apprentissage, etc., fait qu'on va solidifier et acquérir des nouvelles façons de fonctionner. Je vous en parlais tout à l'heure. Nicolas, tu vas nous parler d'un concept que vous avez mis en place chez Framatome, voilà, s'inspirer de ce qui marche déjà. Et finalement, c'est à la fois simple, on se dit c'est évident, mais il fallait le mettre en place et c'est super efficace. Bonjour à tous, moi ça fait 15 ans que je suis chez Framatome, donc on travaille sur des projets de centrales nucléaires, donc on fabrique des composants. Et la fabrication de composants nucléaires, c'est des projets qui sont très complexes, qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'années, qui se font dans un contexte international. On a eu un contexte un peu particulier qui est le fait que beaucoup des experts français qui ont construit le parc nucléaire dans les années 80 en France sont partis à la retraite dans les années 2000-2010. Donc il a fallu essayer de récupérer ces connaissances-là. On a perdu beaucoup de connaissances et c'est pourquoi en fait l'entreprise, via notre PDG, a voulu lancer un programme assez ambitieux de knowledge management en 2017 avec l'objectif de devenir benchmark dans l'industrie. Donc c'était quand même assez fort comme ambition du PDG. Et donc ce programme-là, il a pour vocation de transformer la connaissance des employés, donc la connaissance implicite orale, en connaissance d'entreprise, qu'on puisse réutiliser, qu'on puisse utiliser pour former les gens, pour monter en compétences.
Et puis le deuxième enjeu, c'est de rendre la connaissance accessible quand on en a besoin. Il ne s'agit pas de la laisser dans des serveurs, dans des documents, mais de l'apporter aux opérateurs, aux ingénieurs au moment où ils en ont besoin. Voilà, donc comment on fait ça? On s'est dit principalement, on va essayer de s'inspirer effectivement de ce qui fonctionne dans la vie quotidienne. Donc on est passé par quelques plateformes grand public. Donc par exemple, on a lancé un Wikipédia d'entreprise, donc qui s'appelle Wikiframatome, qui utilise exactement la même techno que Wikipédia, donc qui s'appelle MediaWiki. Donc en fait, ça a la même tête que Wikipédia, ça fonctionne exactement pareil, c'est-à-dire que c'est du collaboratif. Donc les gens en fait peuvent consulter librement les articles et ils peuvent aussi contribuer, chacun peut contribuer. Et il n'y a pas de workflow de validation. Donc ça, c'était un changement de paradigme assez fort qu'on a eu à imprimer sur les équipes. C'est-à-dire il y avait une peur de la perte de contrôle de l'information. Il y avait une peur d'être jugé sur les informations qu'on mettait dans le wiki. Donc il a fallu accompagner les gens pour essayer de faire changer les mentalités et y arriver. Donc ça, c'est Wikipédia, ça marche super bien. Aujourd'hui, on a plus de 10 000 articles dans cette base-là. Et donc chacun contribue, on a beaucoup de contributeurs. Le deuxième outil qu'on a lancé, c'est un YouTube d'entreprise. Donc là, c'est pas la techno Google, bien sûr, mais c'est une techno qui s'appelle Panopto, qui permet de faire de l'enregistrement vidéo depuis son PC. Ça permet aussi d'uploader des vidéos pour qu'elles soient visionnées en ligne. Et ça permet aussi de visionner des vidéos. Donc tout un chacun peut uploader une vidéo, enregistrer son PC et puis la mettre en ligne. Et donc les gens peuvent se former en autonomie avec ce moyen-là. Et aujourd'hui, on a plus de 3000 vidéos, donc ça prend bien aussi. C'est très apprécié, en particulier par les nouveaux embauchés. On s'appuie beaucoup sur les salariés, hein, c'est indispensable pour le knowledge management, c'est d'abord capturer leurs connaissances. Donc ça passe fondamentalement par eux et en particulier par les experts. Nous on a des gens qui ont une d'expertise particulière et donc c'est dans leur fiche de mission de participer à la gestion des connaissances, d'écrire des articles wiki, d'enregistrer des interviews, etc. On va regarder l'appareil. Donc ça comprend en fait dans ce que tu viens d'évoquer des bases documentaires. Il y a le Wikiframatome là on voit les vidéos. Oui, et également un outil qu'on a lancé que vous voyez à l'écran qui s'appelle Search Framatome, qui est notre Google d'entreprise. Ouais. Et donc voilà, une fois qu'on a créé tous ces contenus, l'objectif c'est de les retrouver facilement. On a indexé toutes nos bases de connaissances et on essaie de les mettre à disposition à un endroit unique, accessible avec une barre de recherche super simple, comme dans Google, sans fioriture. On va la voir ici. Ça ressemble à ça, on a juste une barre de recherche, un petit logo, et donc les gens peuvent taper la référence d'un document, des mots-clés, et donc il y a toute une intelligence derrière pour aller récupérer le bon document et puis l'afficher avec des systèmes de filtres, de prévisualisation, etc. C'est assez puissant. Pour avoir accès à cette donnée, en fait, la clé, c'est ce que mentionnait Nicolas, c'est d'alimenter la base. Ouais. Alors, si on a la chance d'être dans une industrie très réglementé, il y a beaucoup d'éléments qui vont être documentés, bien sûr. Le nucléaire, c'est évident. L'aéronautique, c'est évident. Il y a le médical, c'est évident également. Néanmoins, plus on s'éloigne des bureaux et plus on se rapproche des ateliers, plus on se rapproche des activités avec des mains, et plus c'est difficile. Donc comment on explicite l'implicite? C'est un challenge auquel nous, effectivement, on tente de répondre. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que fondamentalement, on parle de l'humain. Et l'humain, il n'a pas changé physiquement tellement depuis longtemps. Donc on se base sur une méthodologie que les Américains ont développée pendant la Deuxième Guerre mondiale. On n'était pas nés, aucun de nous. Donc il y a 80 ans. Pendant une période de crise, puisqu'on sait que les sauts technologiques se font souvent en période de grosse crise, pendant la guerre, ils ont développé une méthodologie de captation et de transfert de savoir-faire, principalement orientée vers des populations féminines, puisque les femmes étaient parties des usines. Enfin, les hommes, pardon, étaient partis faire la guerre. Les femmes qui n'avaient jamais travaillé en milieu industriel ont été attirées à coup de propagande, entre autres, dans des installations de production d'équipements militaires. Et il a fallu développer une méthode extrêmement robuste avec laquelle les Américains, qui s'appelle le TWI, Training Within Industry, avec lesquels les Américains ont formé 11 millions de personnes pendant 3 ans de guerre, 1 700 000 formateurs. Et c'est les secrets qui sont derrière le système de production de Toyota. Quand les Américains ont contribué avec MacArthur à reconstruire le Japon, ils ont emmené ça dans leur valise. Et le TPS
Toyota Production System est basé sur ça. Donc la mondialisation, elle n'est pas d'aujourd'hui. Et les bonnes recettes de cuisine s'appliquaient à l'humain à l'époque, se sont appliquées chez Toyota dans les années 60, 70, 80. Et puis avec ce qui évolue aujourd'hui, on y revient parce que les gens n'ont pas changé. Ils apprennent toujours pareil. Et les médias ont changé. Peut-être on fait ça avec des téléphones. Mais après, la tête et les mains, ça marche toujours pareil. Et en tout cas, à chaque fois, il y a un filtre supplémentaire qui s'applique sur ces pratiques managériales. Avec la culture, les Japonais se sont appropriés en fait ces principes de management américains, mais ils les ont un peu revisités, transformés, adaptés selon leur culture, leur façon de faire. C'est important ce partage de culture. Sonia, on peut revenir dessus. Justement, dans cette cartographie que tu évoquais tout à l'heure, ces différences de culture, finalement, c'est une source nourrissante, c'est une source d'augmentation en fait des compétences finalement. Alors, à la fois, c'est une source d'augmentation des compétences, comme tu le dis, et c'est une richesse extraordinaire. Alors, moi, je pense que le point commun qu'on a tous, c'est que maintenant, on se concentre sur le salarié. Et encore une fois, ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on va compter sur lui, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est capable de nous dire ce qu'il sait faire. Donc, à l'époque, on a tous fait de l'excellence opérationnelle en plus. Donc, à l'époque, on voulait contrôler, structurer la donnée. Et l'entreprise disait, l'industrie disait, c'est moi qui définis une cartographie et les gens rentrent à l'intérieur de cette cartographie. Aujourd'hui, le paradigme a changé. On se concentre sur le salarié, il va contribuer, comme chez Framatome, enfin dans toutes les industries en fait. Et finalement, c'est ça qui est important. Ça va apporter de la richesse dans la base. Nous, on a une base de données qu'on n'a pas voulu non plus extensible à l'infini. Elle fait 1700 compétences, c'est quand même déjà beaucoup pour les industries. On touche toutes les industries et c'est quand même beaucoup. Dans ces compétences, dans les 1700, on en a 1200 qui sont techniques, qui ont été remontées par les salariés. Donc c'est vraiment, voilà, c'est ça cette richesse-là. Hein, c'est que la personne sur le terrain, dans l'usine ou en bureau d'études, elle nous dise, moi j'ai détecté que cette compétence-là, elle me servait dans mon travail au quotidien pour mon client. On a aussi 500 compétences qui sont des soft skills, on y reviendra peut-être après. Les soft skills aujourd'hui, ça devient finalement la compétence de demain, puisque le soft skill, c'est ce qui permet d'apprendre, c'est ce qui permet de développer justement une nouvelle connaissance technologique. Donc on a besoin aussi de capter ça, et les salariés sont très demandeurs en fait, hein, de nous faire remonter leurs compétences. Et finalement, aujourd'hui, chez Ségula, on a 6000 collaborateurs sur 13 000 qui sont dans la base de données, dans cette cartographie, qui nous font remonter leurs compétences, que ce soit en Autriche, en Roumanie, en Inde, en France. Et on se retrouve avec des choses très particulières qui sont liées au local du local même, à la personne, comme tu disais Franck, de l'usine, qui ne va pas forcément parler, qui va parler tamoul et qui ne va pas forcément parler anglais. Et ça, c'est vraiment ce dont on a besoin demain pour développer l'industrie, pour développer l'excellence opérationnelle, pour être meilleur. Et c'est ce qu'on a décidé de faire avec cet outil. Et là, le numérique est un outil aujourd'hui indispensable dans cette transmission de savoir. On a une possibilité aujourd'hui extraordinaire de répondre à une question via une vidéo. Là, tu évoquais des gens en Inde ou en Autriche. Tiens, voilà, dans mon labo, il me faut ça. Est-ce que tu sais le faire? Oui, regarde, c'est comme ça que ça se passe. Et le numérique a changé complètement la donne. Complètement. Et d'ailleurs, effectivement, le réseau d'experts, c'est aussi la conséquence de ces types de mise en relation, de process qu'on met en place où on essaye de mettre en relation les salariés. On va trouver des experts à l'autre bout du monde qui vont comprendre la problématique précise. Et moi, un jour, j'étais dans l'avion avec un jeune de 25 ans. On voyage à côté l'un de l'autre, on ne se connaît pas, puis on commence à discuter ensemble. Et moi, j'étais sur mon ordinateur à faire des mails. Et lui, il était sur son ordinateur à répondre à quelqu'un, donc il était en Wi-Fi, et il répondait à quelqu'un en Turquie, sur une problématique technique IT. Et alors, la petite blague, c'est qu'il me regarde et il me dit, mais c'est quoi ton travail? Alors, je lui dis, je suis DRH adjointe, je m'occupe du recrutement, de la gestion des compétences. Il me fait, mais ton travail, c'est de faire des mails, en fait. Ouais. Et c'est vrai. Et donc lui, son travail, c'était de traiter des problématiques techniques, de faire avancer l'industrie. Et il le faisait en étant dans un avion, en travaillant avec quelqu'un en Turquie, en étant en train de voyager au Canada. Et c'est ça, en fait, la richesse culturelle qu'on est en train de mettre en place, les réseaux qu'on est en train de construire. Alors, il ne travaillait pas chez Ségula, il travaillait dans une boîte IT. Mais c'est la même chose dans toutes les entreprises, dans toutes les industries. Et c'est vraiment cette nouvelle génération qui nous pousse à aller plus loin et qui est en train de transformer complètement la façon dont on gère les compétences. Je dis
discutais il n'y a pas très longtemps avec une RH aux États-Unis. J'ai dit, mais quel est ton problème principal? On n'arrive pas à embaucher, etc. Ben, elle dit, pendant les recrutements, les gens, les jeunes, posent 2 questions. Est-ce que je vais être formé? Moi, j'ai jamais fait ça dans ma carrière. Et je veux être formé avec des tutos YouTube pour les activités manuelles. C'est ça la demande d'aujourd'hui. Alors, il faut y répondre. Et en même temps, on ne peut pas complètement y répondre. On n'apprend pas à faire fonctionner une centrale nucléaire ou à usiner des pièces Bien sûr. qu'avec un tuto YouTube. Il faut qu'il y ait quelqu'un, c'est comme quand on apprend à conduire, il y a la personne avec les doubles pédales, l'instructeur d'auto-école, il évite qu'on se prenne le mur. Donc il faut arriver à... c'est les anciens et les modernes. Les deux, voilà, le physique et le numérique. Bertrand, j'aimerais qu'on revienne avec toi, là on a une image à l'écran. Cette histoire, ce qui est intéressant là, dans tout ce que vous avez développé conjointement à plusieurs entreprises, c'est d'identifier les sujets et de dire tiens, celui-là, on trouve la solution. C'est pas mal aussi comme approche. Plutôt, alors il y a bien sûr la masse de transmission de compétences à acquérir, à mettre en forme, mais il y a aussi des fois des targets très précis, très pointus. Tiens, ça c'est un irritant, tout le monde est concerné par ça, on le prend, on va lui faire la peau. Et on va, non mais c'est clair, et paf, et on y va, et on résout l'affaire, et après on en fait profiter tout le monde. Ça c'est assez passionnant à mettre en forme, j'imagine. Alors, je te piquerai ton expression, c'est très intéressant, faire la peau à un irritant. En effet, nous, c'est vraiment comme ça qu'on s'est organisé. On s'est dit, on a lancé il y a 5 ans, hein, donc entre-temps, on a eu que des crises, crise sur crise, qui ont en fait solidifié le modèle. Sinon, le modèle, vous imaginez bien, aurait périclité avant. Et en fait, en effet, de se dire qu'on commence à travailler de concert sur un projet que quand on a vérifié qu'on avait vraiment un irritant commun, mais qu'il était... nous, comme on appelle ça, hein, le top priority, parce que maintenant, de toute façon, on n'a plus de projet de complaisance, ça n'existe plus, un personnel temps pour ça, et puis je pense qu'il faut tous se concentrer sur bien autre chose. Donc oui, nous, à La Ruche, on a un système qui fait qu'on se partage, alors déjà, c'est un premier niveau, se partager un irritant, c'est un aveu de vulnérabilité. Ça veut dire bonjour. Alors, je fais un petit coucou à mon collègue et ami Thierry Vallot, ici, qui pilote la VIF, l'Alliance pour l'industrie du futur. Bon, donc là, c'est une labellisation qui est très puissante. Mais quand on est labellisé, on a tendance à dire, bah voilà, j'ai un label et je suis parfait. Et bien entendu, c'est pas du tout ça que pousse le label, hein, bien au contraire. Et j'aime bien l'approche d'un FIV là-dedans parce qu'ils se disent, on va rentrer dans les détails, on va vraiment savoir ce qu'il y a sous le capot. Il y a des choses qui se passent bien et des choses qui se passent moins bien. Donc ils partagent les tops et les flops. Et là, pour le coup, faire un aveu de vulnérabilité quand on s'appelle Bosch ou SNCF ou autre, c'est pas facile. Donc nous, on a créé un setup où on peut faire cet aveu de vulnérabilité. Au passage, on se rassure, parce que l'autre va dire, bah, tu sais quoi, maintenant que tu l'as fait, je vais le faire mon coming out à moi, c'est pas terrible non plus chez moi, et pourtant je m'appelle Volvo. Oui. Donc ça, c'est le premier point, donc on se rassure les uns les autres. Après, blague à part, une fois on part dans les projets, évidemment, on a une phase où on va scoper, donc on va vérifier de quoi on parle. Et là, c'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, on parle d'industrie 4.0, il y a beaucoup de buzzwords. Voilà. Je vais vous en citer un, jumeau numérique. Alors celui-là, il est super. IA, alors c'en est un autre. Hein. T'as pas de jumeau numérique, toi? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une somme de données? Est-ce que c'est de la 3D, l'ensemble des deux? D'un coup, là, quand on commence à dire ça, ça devient plus compliqué, là. Bon, bref, on sait que c'est l'ensemble des deux, mais tout au moins, un jumeau numérique chez l'un ne ressemblera pas au jumeau numérique chez l'autre. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on revient au quoi, au pourquoi, à l'irritant, et on dit, bon voilà, faut-il un jumeau numérique? Non, mais c'est pas forcément la cible, c'est une solution, ça. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va résoudre comme problématique? Et là, on va switcher d'une représentativité de l'entreprise qui, on va dire, est plutôt middle management vers les experts. Et les experts vont se faire mobiliser par leur entreprise ou, et c'est le sujet que je préfère le mieux, vont émerger d'eux-mêmes en disant « ça, moi je l'ai vu, ça m'intéresse ». Vous ne le savez pas, comme disait Sonia, mais le soir, moi je fais l'électronique. Dans une boîte comme Bosch, qui est en train de switcher de la mécanique vers l'électronique, et là ça devient intéressant. Donc, moi, j'aimerais participer à ce projet. Ah bon? Donc, tu sais, donc tu peux, et surtout tu veux. Donc là, moteur, superbe pour aller avancer. Et du coup, une fois qu'on a lancé le projet, ces experts vont vérifier qu'il y a un besoin vraiment commun. Une fois qu'on a un besoin commun, on va aller, évidemment, pas travailler juste entre soi, parce que ça, c'est le risque majeur de se voir beau et travailler entre soi. On va chercher des partenaires technologiques autour de nous.
Et là, ça peut être un Ségula, ça peut être un IFM en spécialiste vibration, ça peut être un INETOM en continuité numérique, etc., etc. Et ce groupe projet qui va être formé, qu'on appelle donc hybride, donc métier industriel, métier technologique, toujours dans les entreprises, plus les partenaires technologiques qui, eux, sont le top du top dans leur milieu, plus qui ont un ADN où ils acceptent de co-construire, bah, ce groupe, physiquement, alors on a parlé de plateforme digitale, moi j'y crois beaucoup. J'avais travaillé sur la réalité augmentée qui était l'affichage tête haute de ce sur quoi vous travaillez. Mais là, je vous parle vraiment d'organique, physiquement à Lyon, dans un endroit où on est sur je crois, le top 1 ou top 2 français de l'industrie. Top 1. Top 1. On va résoudre ces problèmes tous ensemble. Et là, j'insiste, physiquement. Donc, on n'est plus dans la structure ingénieur, pourtant je le suis. On va être plutôt dans l'organique. Et ce qu'on va aller chercher, eh ben, c'est rendre les... Et là, on rejoint l'entrepreneuriat. On va rendre les opérateurs ou les opérationnels, on va les rendre acteurs de leur position. On va les faire passer d'un siège passager à un siège d'acteur. Et je voulais finir simplement en disant qu'on parlait de mal de tête tout à l'heure. Moi, j'en vois deux quand même. Et le premier, c'est surtout pas figer des rôles qui évoluent. Donc nous, par exemple, le technicien de maintenance, on a travaillé 3 ans sur la supervision connectée. Et toutes les conclusions étaient versées dans un projet de mutation du métier jusqu'à du geste ergonomique pour aller chercher des nouveaux recrutements sur des nouveaux codes qui sont bouleversés par l'avènement de la data. Ça, c'est le premier point. Donc, pas figer des métiers, aller capter l'évolution des métiers. Et deuxième point, c'est surtout que les managers tout seuls là-haut, là, le PDG ou les gens du comité de direction, ils ne sont pas tout seuls au monde dans leur transformation. Donc, c'est comment on embarque le reste de l'entreprise et comment les gens deviennent acteurs. Et nous, on a trouvé que la combinaison où on mettait tout le monde dans ces projets en responsabilité, complété par des bases et des travaux que mes collègues font en merveille, eh ben, ça fait un système qui tient debout à la fin. Mais bon, mon petit message était un peu long, mais mon petit message, c'est de dire on a des irritants, on peut les résoudre. Et on doit les résoudre par la data et aussi par l'organique. Par l'organique, on peut rester sur cette motivation des collaborateurs, Nicolas, en reprenant un peu avec toi. Quand vous avez mis en place alors déjà ce développement là, de la base de données que tu nous as montré tout à l'heure, ces outils Internet, ça s'est fait sur combien de temps ? La décision, tu disais, le patron Framatome, il a décidé ça dans les 2017, non ? 2017, c'est ça, ouais. La volonté, c'est 2017. On a rencontré pas mal de prestataires qui nous ont proposé des solutions. On a fait des appels d'offres. On a pris la décision en 2018. Et il y a eu quand même une bonne année de développement pour mettre tout ça en place. Ça ne se fait pas tout seul. C'est pas mal d'efforts pour paramétrer les plateformes. Et on a lancé ça à l'ensemble des collaborateurs début 2020. Ouais. Pour le wiki, c'est très simple. MediaWiki, c'est facilement paramétrable. Et assez vite, on peut avoir de la valeur qui est montrée. Le YouTube d'entreprise, c'est assez simple aussi à mettre en place. Ce qui a été finalement plus compliqué, c'est le moteur de recherche. Pour paramétrer tout ça, savoir où aller indexer, comment l'afficher, etc., c'est assez compliqué. Et pour être transparent, la licence de Cinequa, notre prestataire, est quand même pas super abordable pour les PME. Oui. Donc voilà, si j'avais un conseil, c'est plutôt d'aller sur la partie wiki, vidéo et également forum. Et du coup, je rebondis sur ce que disait Sonia tout à l'heure sur la réduction des mails. Je pense qu'on est tous sensibles à ça. Oui. La plateforme de forum qu'on a lancée qui s'appelle Asframatome, donc la société s'appelle As for the Moon qui nous fournit le logiciel. Exactement, As for the Moon qui est dans le village de start-up. D'accord, ok. Qui est ici. Et effectivement, très bonne. Voilà, un forum, c'est une très très belle idée et ça fonctionne très bien, très efficace. Oui, c'est pour capitaliser la connaissance, c'est super parce qu'en fait, un mail, ça reste à l'échelle d'un petit groupe de personnes, mais on ne capitalise pas. C'est-à-dire qu'on peut reposer la même question par un autre mail avec d'autres personnes juste à côté. Alors que là, en fait, la personne va poser sa question sur la plateforme et n'importe qui peut répondre. Et la réponse est capitalisée dans une base de données qui est indexée bien sûr dans notre moteur de recherche. Et donc ça, c'est capitalisé pour le futur. Et donc on s'en sert aussi finalement comme annuaire des compétences. Pour savoir qui interroger, chacun peut remplir son profil, taguer ses compétences et recevoir des notifs quand il y a une question qui est posée par rapport au sujet qui est évoqué. L'annuaire des compétences, excellent ça aussi, tout le monde ne le fait pas forcément, mais l'annuaire des compétences avec des mots-clés en face des experts, dire tiens lui c'est un dadam, on peut y aller, il aura la réponse. Franck, tu travailles aussi sur ces sujets-là, oui, j'imagine, chez Apster. C'est extrêmement intéressant.
les compétences, on prend une métaphore maintenant qui est celle du menu chinois. Quand on va dans un resto je chinois, voudrais un D14. quand on va dans, exactement. Quand on va dans un resto chinois, il y a du poulet, des crevettes, du bœuf. Eh ben, ils sont compatibles avec un certain nombre d'ingrédients. Et le mélange de ces ingrédients en nombre limité avec cette base extrêmement précieuse qu'est la viande, enfin ça s'appelle comme ça dans les menus chinois, cette combinatoire-là, elle donne des menus qui des fois sont grands comme ça et on passe plus de temps à trouver son plat qu'à manger. Et ben en fait, l'équivalent dans les compétences, et on l'a vu récemment, plusieurs fois, la semaine dernière, j'étais dans une installation qui fabrique des parachutes. Ils avaient fait cette cartographie des compétences sur 26 postes. Alors on se rend compte maintenant, il y a quelque chose qui est quand même très différent par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on sortait du taylorisme, un poste de travail, une compétence, on va dire. L'égérie du programme de l'époque, c'était Rosie, la rifteuse, qui faisait comme ça, we can do it. Elle a posé des rivets sur des ailes d'avion jusqu'à 92 ans, mais elle a fait ça, une seule compétence. Aujourd'hui, un poste, c'est 10 à 20 compétences. Quelle que soit l'industrie, on retrouve toujours ces chiffres. C'est des compétences, c'est des basiques métiers. Et en fait... Qui évolue en plus. Qui évolue. Alors là, la semaine dernière, j'étais dans un atelier de couture. Il y a une société dans le luxe qui est à 30 km, qui ne fait pas tout à fait des parachutes, et qui pique les gens, parce qu'ils ont les compétences de base de faire de la couture de très haut niveau. Et en fait, pourquoi... Sauf qu'ils préfèrent faire des sacs que des parachutes, certaines. Les jeunes, personnes, oui, bien les sûr. jeunes, on leur bien dit, sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on ne capitaliserait pas ces compétences dans des industries non concurrentielles, qu'on ne se les partagerait pas? Et ce qui est super intéressant, donc là on revient au menu chinois, enfin voilà, on ne va pas mettre de l'orange avec du poisson, mais par contre on peut mettre de la sauce à l'orange avec du poulet, avec du bœuf, avec plein de choses. Donc là on fait sa composition, on choisit. Et en fait, dans un menu chinois, il y a quand même les spécialités de la maison. Parce que le chef, il a son beau-frère qui a accès à de la coquille Saint-Jacques. Et puis sa grand-mère, elle avait planté du poivre, du Sichuan dans son jardin. Et bien avec ça, on fait 2-3 plats très spécifiques. Et les 2-3 plats très spécifiques, c'est les produits qui font que vous existez sur le marché. Et si vous gardez ça chez vous, et ça c'est votre secret de fabrication. À partir d'éléments de base qui sont les mêmes pour tout le monde, vous avez un produit miraculeux que tout le monde s'arrache. Excellent, on va garder cette image du restaurant chinois, c'est très parlant de la carte du resto chinois. Sonia, tu voulais dire? Oui, je voulais rebondir sur ce que tu dis parce que effectivement, il y a un sujet important aujourd'hui. On est chez Global Industries, on parle beaucoup, moi je parle beaucoup de la souveraineté de l'industrie française, européenne. Et ce qui va compter de plus en plus dans la gestion des compétences, c'est la solidarité. Donc je reprends ce que tu as dit. On a la technologie aujourd'hui, les compétences, les personnes nécessaires, je dirais, au niveau français et européen pour être en capacité de partager et de faire grandir l'industrie. Donc l'objectif de, je pense, toutes nos initiatives, c'est aussi de donner des exemples qui peuvent être pris par des ETI, par des PME. Chez Ségula Technologies, on a donc cette cartographie maintenant de plusieurs milliers de compétences qui va continuer à se construire. Cette cartographie-là, elle va aussi être disponible. Nous, on va la rendre disponible à nos clients, à nos partenaires, pour que justement on réussisse ce pas vers la transformation des compétences, qui est le dernier point que j'avais évoqué au départ. C'est-à-dire que les compétences, elles évoluent très vite, on l'a vu. Donc on a besoin de les connaître, de les anticiper. Et après, on a besoin d'être solidaire dans l'industrie. On a besoin de se faire confiance, de partager les éléments ensemble. Et c'est aussi ça, je pense, l'esprit de la conférence. Donc je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Excellent, oui, le partage, Bertrand, tu as envie de forcément... ça. Je vais faire du ping-pong là, je vais rebondir sur le rebond. Moi je suis complètement d'accord, je vais vous donner 2 exemples que j'ai en tête sur du partage ou de la solidarité. Alors à la ruche, vous allez me dire que je parle que de la ruche, je clôture juste après, mais dire que, je ne l'ai pas cité, mais les membres sont non concurrents. Ça c'est hyper important. Ouais, c'est hyper important. Sinon, complémentaire mais pas concurrent. Voilà. Comme ça évite les problèmes. Ce qui ne veut pas dire que les filières verticales, ce n'est pas le bon exemple, mais c'est l'horizontale dont on parle. Donc maintenant, ceci étant dit, les 2 exemples que je voulais donner, le premier, c'est quand on est une communauté et quand on rend responsable et acteurs des gens qui sont généralement les grands perdants
de toutes nos réorganisations, un sport olympique des grandes et moyennes entreprises, ces gens-là, ils n'ont pas une échelle de poste comme on a dans le management ou les chefs de projet. Rappelez-vous, hein, les experts, c'est les grands perdants, alors que c'est les gens qui sont facilement remobilisables parce qu'ils sont experts, donc passionnés. Donc là, quand on les rend acteurs, ces gens-là, ils sont experts, ils sont passionnés, ils se mettent en mouvement, ils sont entre eux et ils sont responsabilisés, donc ils ne sont pas chaperonnés. On a des effets comme, eh bien voilà, dans la maintenance, qui est un métier, encore une fois, est en tension et qui évolue beaucoup à cause et en raison de la data pour tous. Il y a plein d'exemples autour de nous là sur le salon. Eh bien, ces gens-là s'appellent. Dis donc, je viens de cramer ma carte Bekoff de contrôle-commande de ma presse à 12 millions. J'arrête l'entreprise parce que on est tous globalisés. Hein, donc, une entreprise, un site d'emboutissement de portières qui s'arrête, c'est l'assemblage dans un autre pays du véhicule qui s'arrête, ou en tout cas qui est postponé. Donc, est-ce que tu n'as pas la pièce? Alors qu'avant, on pensait que chez soi. Et on pensait ça à des coûts pas possibles, hein, des pièces envoyées par taxi à toute heure de la nuit ou par avion. Et donc déjà, ça c'est un premier mode de jouer collectif. Et le deuxième exemple que j'ai en tête, ça rejoint celui dont tu parlais, Sonia, c'est qu'aujourd'hui, à La Ruche, ça date encore d'il y a un mois, là, c'est assez récent, on est en train de vouloir recruter ensemble. Donc de définir les métiers dont on a besoin, encore une fois, le plus up-to-date possible, et de se dire, en fait, on ne va pas vraiment se les piquer, pour de vrai, et on va développer l'ensemble, et c'est ça qu'on vise. Et voilà, donc ça, c'est pas nouveau, évidemment, mais ça donne une tendance où on va jouer ensemble, quoi. Je rebondis sur le rebond du rebond de tout à l'heure. Voilà, j'ai interviewé là tout à l'heure sur le plateau GI Channels, le club JE, avec Michel Richard, qui est donc un spécialiste du recrutement dans l'industrie. On a terminé là-dessus, sur le fait de presque même de se partager certains collaborateurs. Là, on parle des gens qui avancent ensemble. On a beaucoup de clusters ou de groupements d'entreprises territoriaux. C'est aussi un moyen d'attirer les compétences, de dire tiens, on a deux CDD là côte à côte, on peut en faire un CDI, motiver la personne qui va s'enrichir avec deux univers différents, et les deux patrons vont être contents parce que ils investissent un petit peu et et ça, c'est des nouvelles choses à mettre en place. L'exemple qu'on voit sur l'écran est exactement ça. Ce qu'on voit en bas à droite, on voit un magasin, hein, oui, une entreprise. Et en fait, c'est un sujet de simulation des flux avant investissement. Faut-il que je mette mes 12 millions dans ma nouvelle usine, hein? Ça bouge toujours une usine. Hein. Oui, non. Et ben aujourd'hui, c'est trop complexe pour faire de l'Excel, donc on passe là-dedans. Ce genre de compétences-là, on ne le trouve pas sous le pied d'un cheval. Et généralement, on n'a jamais assez de quoi l'occuper. Vous voyez en haut à droite, Renault Trucks Volvo, à gauche FIV, en bas Seb. Ben, ces gens-là, actuellement, sont en train de se poser la question de co-recruter et lui donner une volumétrie, une massification. Alors déjà, le recruter en commun, c'est intéressant. Et lui donner une massification de projet pour que, un, il garde la compétence, et deux, qu'il soit au top toute l'année. Donc en fait, c'est juste pour mettre de l'eau à ton moulin. On est vraiment là-dedans, quoi. Donc on a dépassé certains blocages. Je dirais que c'est quand même assez récent, malgré le fait qu'on ait des clusters puissants et compagnie. C'est quand même assez récent. Le jouet collectif, c'est des années qu'on l'entend avec le coq bleu. Chasser en meute. Chasser en meute, ouais, tu tout ça, c'est des bonnes expressions. Les buzzwords, mais c'est des expressions, mais derrière, il y a quand même une réalité. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est ça le point. Ouais. Tout à fait, mais il y a quand même une réalité derrière, et c'est en train de se faire. Comme tu dis, c'est assez neuf, mais les esprits évoluent et on y arrive. Franck? Oui, c'est super intéressant parce que, en fait, là, tu parles de vertical, donc des gens qui sont sur le marché, ils connaissent leur marché, ils sont en compétition sur ces marchés, sur la donnée de sortie qui sont les produits. Mais en fait, aujourd'hui, la compétition, elle est sur les données d'entrée et beaucoup sur les talents. Et là, on parle de coopétition souvent sur les produits, mais on est en train de rentrer dans une ère de coopétition sur les talents, les compétences, les gens. Et là, je n'avais pas réalisé ça, mais c'est de plus en plus vrai. Et au lieu de se piquer les gens les uns les autres, dans plein d'industries, on voit ça. Hein. Alors à chaque fois, les experts, les gens connus, tiens, je te donne 10, 20% de plus, puis ça tourne. Et les meilleurs, ils tournent de plus en plus. Et puis il y en a d'autres qui ne tournent pas trop. Et puis on va chercher des gens d'autres industries, faire de l'insertion professionnelle, faire des trucs vraiment géniaux. Et on a vraiment une problématique derrière. Et pourquoi on n'arrive pas à travailler ensemble, comme tu dis, sur créer des compétences qu'on va partager et manger les mêmes plats chinois tout seul.
À propos de ce partage des connaissances, je pense à l'Open Innovation qui a amené un peu déjà cet aspect. On a la voiture autonome où on a 30 entreprises qui travaillent autour de la table en commun parce que personne ne peut faire la voiture autonome tout seul. Donc ça a amené une nouvelle forme de collaboration, on va dire, de compétition, de collaboration dans la compétition. Est-ce que dans un groupe comme Framatome, par exemple, Nicolas, c'est assez facile d'avoir cet état d'esprit où il y a encore des gros blocages et une hiérarchie qui dit tiens, voilà, on garde quand même les choses pour nous. Comment ça se passe pour vous, par exemple? Vous avez bien résumé l'enjeu du programme de knowledge management. C'est de faire en sorte que les gens soient enclins à partager leurs connaissances. Au début, c'était difficile. Maintenant, on commence à évoluer sur les mentalités. Pour ça, on a notamment pas mal travaillé sur les communautés. Alors, internes à Framatome, mais aussi un peu externes, dans une moindre mesure. Mais avant tout en interne. Mais pour essayer de casser un peu les silos organisationnels, hiérarchiques. Donc, on organise des communautés sur chaque grand sujet stratégique. Et on est en transverse. On peut avoir les usines, on peut avoir les bureaux d'études, l'ingénierie, le site. Et donc là, en fait, les gens se réunissent régulièrement, se parlent, échangent des bonnes pratiques, capitalisent aussi de la connaissance. On veille à ça. Donc ça passe beaucoup par les communautés. En fait, moi, je vois toujours ça comme un board d'outils. Vous savez, les boards d'outils dans les garages, super bien rangés, là, comme aux États-Unis. Bien, on ne plante pas un clou avec un tournevis. Donc l'idée, pour moi, c'est d'apporter des méthodes qui sont généralement très pragmatiques, très terre à terre, qui permettent de lutter contre des peurs qu'on a tous, et qui sont surtout complémentaires à des méthodes de l'entreprise. Parce que quand on commence à ringardiser un process qui existe dans l'entreprise en disant « non, ça c'est nul », la nouveauté c'est ça. Je vous donne un exemple. Les labs d'innovation qui ont fleuri et qui continuent à fleurir, et c'est très bien depuis quelques temps, si ceux qui ont lancé ces labs en ringardisant le bureau d'études, en disant hop, toutes les super ressources, partez du bureau d'études, c'est hype de l'autre côté, se sont plantés dans les grandes lignes. Idem pour quelque chose comme la ruche. Si on devait ringardiser les labs, on se planterait complètement. Au contraire, il faut collaborer entre eux. Et donc, pour vraiment revenir à la question, c'est que ces gens-là, donc les opérateurs, ils sont comme tout le monde, ils ont des peurs. Ils ont envie, mais ils ont aussi des peurs. Et je pense que connaître le bon code, la bonne méthode, tout le monde s'en saisira pas, mais tout au moins auront une culture commune. Et quand ils la verront passer, soit ils ne seront pas bloquants, soit ils prendront le train en marche. Donc en fait, il y a tout un quorum quand même de méthodes, encore une fois très terre à terre, qu'on peut utiliser. Bon, moi, je pense à l'effectuation, dans 5 principes d'effectuation de l'entrepreneuriat. Dont une, pour citer un exemple, parce que là sinon ça fait un peu expert, et qui est justement de partager son idée quand on lance une étude, la partager, la risquer autour de soi pour en faire une couverture beaucoup plus complète. Et c'est cette couverture qui va donner par la suite un vrai projet complet. Bon, cette méthode, elle va en l'encontre de la peur majeure qui est si je partage, je serai jugé, si je partage, on va me piquer l'idée. Donc je cite vraiment un exemple, il y en a plein d'autres, mais c'est de dire à quelqu'un, écoute, tu vas avoir cette peur, on l'a tous, ou alors la légitimité. Oh, si je dis que je suis intéressé par le sujet et que je fais mon coming out en disant que je fais l'électronique le soir, je vais être jugé. Et on a tous cette peur du syndrome de l'imposteur. Et bien du moment où on en parle et on se le dit que tout le monde l'a, déjà ça dédramatise les choses. Puis après on peut parler des solutions, comment on les dépasse ces peurs. Et encore une fois, très très bêtement, il y a des solutions, la matrice de Diels notamment, sur l'identité. Il y a des choses toutes simples qu'on peut mettre en place pour dépasser ces blocages. Donc là, j'en viens au fait que des gens qui sont opérationnels dans l'entreprise, on peut les mettre aux commandes de ces projets. Et je voulais juste donner un dernier élément, c'est qu'on a beaucoup parlé de fiches de poste, mais on n'a pas trop parlé de parcours. Et pour moi, des gens qui travaillent aux interfaces les uns avec les autres, ils vont pouvoir voir d'autres métiers à l'œuvre et de se dire, bah tiens, c'est le prochain métier que j'aimerais avoir. Et ça, on l'oublie un peu trop. Moi, ce que je dis souvent aux jeunes, c'est regarder les métiers qui existent, mais regardez à l'œuvre, comme ils sont interconnectés. Et vu qu'ils se connectent, l'OT et l'IT, par exemple l'informatique et l'automatisme, un jour on peut passer de l'un à l'autre et ce sera votre futur métier. Sonia, on s'approche du mot de la fin, mais allez, vas-y Sonia. Très rapidement, mais je rebondis sur ce que tu dis Bertrand, parce que je pense que maintenant aussi l'avenir de la compétence, quand je vois cette magnifique photo avec les deux jeunes, l'avenir de la compétence c'est l'attractivité aussi des métiers de l'industrie. Donc c'est aussi ça, avoir des talents, des viviers de compétences, c'est d'abord attirer les jeunes, leur montrer que l'industrie a des parcours de carrière extraordinaires, que les femmes, les hommes ont leur place,
Et ça, c'est la démarche maintenant que les entreprises doivent porter, que les institutions publiques doivent porter aussi. Et ça va être ce qui va faire qu'on gagne à la fin, en termes de souveraineté. Excellent. Eh ben, on va laisser Sonia sur ce mot de la fin, la jeunesse, l'envie de gagner et puis attirer les talents dans cette industrie qui est belle. Un grand merci à tous les quatre pour cette table ronde. C'était passionnant. On peut vous applaudir d'ailleurs, ça fait toujours du bien. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette table ronde. Et puis Global Industrie, bien sûr, continue. On se retrouve tout au long de la journée. Merci à vous.